La première question est venue de François. Il a posé 3 questions. Pourquoi le cas accuse l'ANC réunir d'avoir empêché les réformes? Si cette question-là, nous sommes suffisamment exprimés, nous avons suffisamment parlé, si vous nous avez suivis, nous sommes revenus abondamment sur les faits. Et comme vous avez posé la question à une conférence de presse, je reviens un peu là-dessus. Vous savez, en démocratie, lorsque vous voulez avoir des réformes, il est toujours nécessaire de discuter. Et la discussion entraîne toujours et inévitablement une certaine concession. Et la concession entraîne ce que nous appelons dans l'APG le consensus. Lorsque vous avez un dialogue et que vous estimez que ceux qui sont en face de vous n'ont rien à apporter, ne peuvent même pas s'exprimer sur ce que vous avez, alors là, le consensus, vous ne le réaliserez jamais. Et nous constatons que le fait d'adopter cette position permet de donner la possibilité à ceux qui sont en face, puisque eux-mêmes ils ne voulaient pas de ces réformes-là, de tirer argument pour dire oui, mais c'est comme ça, nous radicalisons notre position, nous ne le faisons pas. Je rappelle, juste en passant, parce que je ne vais pas revenir sur ce détail-là, que lorsque nous sommes allés déjà en juin de l'année dernière, où le projet de loi est déposé par le gouvernement sur la table, nous avions engagé une discussion pour parvenir à un consensus. Au niveau de la commission, la chose était bloquée, mais Dieu merci, notre insistance a permis de mettre en place une petite cellule de responsables politiques. Le responsable politique que nous étions à l'époque, on nous a dit, mais de faire en sorte que chacun puisse comprendre qu'il y a nécessité de dialoguer, de discuter, pour arriver justement à ce consensus-là. Mais nous n'avons pas pu le réaliser. Quel est l'argument fondamental que les uns et les autres ont développé à l'époque? Le problème, le nœud gordien des réformes du Togo, c'est le problème de la limitation de mandat. Le problème de la limitation de mandat était posé en termes de savoir si on réalisait cette réforme-là ou ces réformes, on laissait la possibilité à quelqu'un ou tout le monde ou au chef de l'État actuel d'être candidat. La question était posée. Parce que lorsqu'on s'est retrouvé dans ce cercle restreint-là, il était question que chacun exprime de manière claire ses préoccupations. Nous avons dit que nos préoccupations, c'est il faut tout faire pour que la limitation de mandat soit rétablie. Il faut tout faire qu'on obtienne le mode de scrutin à 2 tours. Il faut tout faire pour qu'on revoie la composition de la Cour constitutionnelle et puis accessoirement les conditions d'organisation des élections. Ça, c'est les questions fondamentales que nous, du côté de l'opposition, on a posées. Alors, quelles sont les préoccupations des gens au pouvoir? Ils ont dit oui. Nous avons envie de faire en sorte que, enfin, ces problèmes de réforme-là soient réalisés. Mais la manière dont vous l'interprétez, parce que dès que le projet a été déposé sur la table, on entend ici et là sur les radios, au cours de vos marches, de vos meetings, que si nous votons avec vous, mais le président qui est là actuellement n'a plus le droit d'être candidat. La manière dont vous prenez la chose, si vous le prenez comme ça, nous ne le ferons pas. N'oubliez pas que nous avons 62 députés à l'Assemblée nationale. Si vous croyez que nous allons voter ce texte avec vous, et vous allez empêcher celui qui est là aujourd'hui, alors que la constitution actuelle ne limite pas le mandat, si vous le prenez comme ça, nous ne voterons pas. Alors il était déjà question en juin de dire, de se poser la question, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est eux qui ont dit, oui, mais nous souhaiterions qu'il y ait une disposition transitoire. Cette disposition transitoire permet de dire que nous allons faire les réformes, mais l'application, la date d'effet de ces réformes sur la limitation de mandat ne va pas s'appliquer à l'élection en préparation. C'était ça, leur doléance. Nous, au niveau de l'Arc-en-Ciel à l'époque, nous avons dit, mais tout dépendra de la concession qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner en contrepartie? Et si on a la contrepartie, on examinera de manière favorable la question. Mais
à l'époque, nos amis de l'ANC ont dit non, il est hors de question qu'ils acceptent une disposition transitoire parce qu'ils ont dit à tous les militants partout que Faure ne sera pas candidat. Il n'est pas question qu'on les amène à adopter une disposition transitoire qui lui permet d'être candidat. Mais lorsque la chose a été bloquée, moi j'ai fait des démarches. J'ai été voir nos amis, j'ai été voir la nuit où le problème a été posé. C'est moi qui ai demandé au président de l'Assemblée de ne pas clôturer ce débat-là et de nous permettre de nous retrouver. Et la nuit, là, j'ai demandé à rencontrer nos amis de l'ANC. J'ai rencontré Jean-Pierre, j'ai rencontré Isabelle Amidavi, j'ai rencontré les trois ensemble, Georges Lawson. Et je leur ai dit, mais ce qu'on est en train de faire là, vous risquez de laisser passer l'occasion pour obliger ces gens-là à nous donner les 2 tours parce qu'en réalité, la chose essentielle que nous devons rechercher, c'est les 2 tours de scrutin. Lorsque nous les obligerons à accepter, nous allons nous organiser pour pouvoir les battre. Si nous sommes sûrs que nous sommes assez forts, à 2 tours de scrutin, nous allons les battre. Ne vous focalisez pas cette affaire de mandat, surtout qu'ils disent la disposition transitoire va concerner juste un mandat. De toutes les manières, et la nuit, là, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez les moyens, dites-moi, et c'est à Jean-Pierre que j'ai posé la question, est-ce que vous avez les moyens d'empêcher Faure d'être candidat en 2015? Il a eu le courage de me dire non, il ne peut pas l'en empêcher. Alors, s'il ne peut pas l'empêcher d'être candidat en 2015, pourquoi ce qu'il demande n'accepte pas pour avoir au moins les 2 tours de scrutin, la limitation de mandat? Ils m'ont répondu que non. Ils ont déjà dit à leurs militants partout que Faure ne sera pas candidat. Ça va leur servir de thème de campagne. C'est comme ça que ce que nous avons voulu faire en juin déjà a échoué. Et on est revenu à la maison, on est retourné au niveau de la cellule avec Dramani. Alors, dès que le lendemain, il a demandé à nos amis de l'ANC si vous avez évolué sur votre position, ils ont dit non. Ils ont dit, mais retournons en commission et on va aller régler cette affaire. Et on est retourné en commission, ils ont voté le truc et puis on est allé en plénière, ils ont rejeté la loi. C'est dans ces conditions que le projet que le gouvernement a envoyé a été rejeté, lamentablement. Malheureusement, les populations étaient au désarroi. Et c'est nous qui avons réfléchi au niveau du cas que la voie a été fermée, mais appliquons au moins, mettons en application au moins la possibilité que la Constitution nous offre. Et c'est nous qui avons rédigé une proposition de loi. Nous avons demandé à nos amis de l'ADI de venir avec nous et on a fait ce projet que nous avons soumis à nos amis de l'ANC. Et ils l'ont accepté finalement, après quelques manœuvres, je ne reviendrai pas sur les manœuvres, mais finalement, toujours est-il qu'ils ont accepté finalement, signé avec nous. Mais lorsque cette proposition de loi a été déposée, moi je leur ai dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si en juin, le projet a été rejeté avec ce que ces gens-là ont dit, mais prenons les dispositions aujourd'hui pour contourner la difficulté. Mais malheureusement, lorsqu'on est retourné en discussion, d'abord, je dis en rappelant que avant même que la proposition n'atterrisse sur la table du président de l'Assemblée, il y a un communiqué déjà bizarre qui est sorti pour dire oui, mais aucun de nous n'acceptera d'amendement venant de l'autre camp. Moi j'étais en voyage quand je suis venu apprendre ça, je dis mais lorsque vous sortez un communiqué, vous avez déposé une proposition et des gens en face vont discuter avec nous pour adopter au sein de l'Assemblée. Ils sont 62. Nous faisons à peine le tiers. Vous sortez un communiqué pour dire on n'acceptera aucun amendement venant d'eux. Vous voulez que la loi soit adaptée ou bien c'est juste de la diversion? Moi je ne comprends pas. Moi je ne peux pas le comprendre. Évidemment on est allé et on a commencé à discuter. Le président Dramani, comme en juin, a encore proposé que les responsables politiques se retrouvent pour reprendre les discussions là où on l'avait laissé en juin, pour savoir si on peut au moins faire l'effort aujourd'hui pour arriver à quelque chose. Mais c'est les mêmes positions qui ont été adoptées. On est allé, dans un premier temps, ils ont dit, ah, il faut que nos amis fassent leurs propositions par écrit. Ça a duré presque une demi-journée. Et la chose allait s'arrêter même là-bas. C'est moi qui avais demandé une suspension, comme en juin, pour supplier nos amis non, de ne pas faire comme ils le font. Et je leur ai dit au cours de la suspension que mais si on fait comme ça, on ne connaîtra jamais la position de l'UNIR. Laissons-leur faire leur amendement, même s'ils veulent le faire verbalement, on connaîtra au moins leur position. Ça nous permet de faire ce qu'on veut.
Et c'est moi qui les ai amenés à accepter. Et lorsqu'on est revenu au sein de la cellule restreinte là, UNI a fait sa proposition. Et c'est là où UNI aussi a compliqué la situation. C'est pour ça que je dis les deux sont ensemble. Parce qu'en juin, UNI a dit il faut faire en sorte que la loi, lorsqu'elle sera adoptée, ne s'applique pas à l'élection en préparation. Donc ils sollicitaient une seule possibilité pour pouvoir être candidat. Mais cette fois-ci, on est allé et ils ont dit ah, si on vote la loi, on met les pendules à l'heure et que s'il faut doit être candidat, il faut qu'il puisse le faire 2 fois. On a dit mais vous aussi, vous êtes un problème pour ce pays. Vous aussi, vous êtes un problème pour ce pays. Parce qu'on n'avance pas en reculant en même temps. On n'avance pas parce que vous avez proposé quelque chose. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Lorsqu'on vient maintenant, au lieu de dire quelque chose qui peut nous permettre d'avancer, vous compliquez la situation. Mais nous, au niveau du cas, on ne peut pas accepter ça. Et c'est au cours des discussions finalement que, comme on ne trouvait pas de consensus, que nous avons été amenés, nous, au cas, à faire la proposition, à faire une analyse juridique que Agbegbo avait faite à l'époque, qui devient la position du parti en disant oui, mais juridiquement, lorsqu'on prend les 2 mandats, aucun juriste ne peut nous démentir aujourd'hui qu'un mandat qui est passé sans qu'une réforme soit faite, on puisse appliquer la loi de la rétroactivité à ce mandat-là. 2005-2010, c'est un mandat passé. On n'a pas eu de réforme, ce mandat est passé. Mais juridiquement, lorsqu'on fait les réformes de 2010, au cours du mandat 2010-2015, compte tenu du caractère immédiat, d'application immédiate d'une loi, lorsque la réforme est faite au cours de ce mandat-là, la loi doit s'appliquer immédiatement. C'est pour cette raison que nous disons, faisons en sorte que la réforme puisse se faire au cours de ce mandat, pour que ce mandat devienne le premier. S'il faut éventuellement, voudrait encore tenter d'être à une élection, s'il y va, personne ne garantit d'ailleurs qu'il va gagner, puisque si on a les 2 tours en complément de la limitation de mandat, on s'organisait bien, on gagnait les élections. Mais s'il y a tout hasard, pas extraordinaire, il gagnait encore ces élections, ça va être le dernier, le tout dernier qu'il va faire. Mais ça aussi, ça n'a pas marché. Nous avons supplié nos amis et ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas. Quand ils ont déjà dit que, bon, Ford ne sera pas candidat, eux, ils s'attellent à cela. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Non seulement ils n'empêchent pas Ford d'être candidat, puisque Ford est bien candidat. Ce que nous aurons pu faire pour au moins limiter le mandat à 1, on ne l'a pas. Aujourd'hui, Ford va aller gardement à ces élections. Peut-être qu'il va tripatouiller, il va mettre les manœuvres pour gagner. Et c'est à ce moment qu'il va revenir vous dire, ah oui, mais j'ai maintenant gagné, venez maintenant, on va dialoguer. Maintenant, mettez tout dans la balance. Alors, moi, la Constitution me donne la possibilité, si j'adopte la réforme maintenant, après 2015, je peux encore me représenter 2 fois. Alors, c'est dans la situation assez incongrue dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est totalement déplorable. Et lorsque nous disons ces choses-là, il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi vous voulez encore donner un mandat à Ford? Lorsque nous avons fait cette proposition-là, au cours de ce dialogue, mais nos amis se sont répandus partout, dans toutes les villes. Partout où vous allez, on dit, ah voilà, c'est le cas qui a détruit ce pays. Le cas veut donner encore un mandat gratuitement. Le cas, comme nous avons un mandat entre les deux, on dit, ah, c'est le cas qui veut encore donner mandat. Aujourd'hui, qui donne mandat à qui? Nous, à l'époque, on disait que Ford veut donner un mandat gratuitement. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu empêcher Ford d'être candidat, et eux, ils lui donnent quelle possibilité? Ils lui en donnent peut-être 2 ou plus. C'est ça. C'est pour cette raison que nous disons, les deux, l'attitude qu'ils ont adoptée tout au long de ce dialogue-là, nous ont permis, avec assurance, de dire que les deux se sont organisés pour bloquer les réformes. Et lorsque vous voyez les choses de près, nous disons que chacun d'eux a ses raisons, a ses intérêts. UNI a manœuvré pour ne pas faire les réformes, pour peut-être avoir encore la possibilité de plusieurs mandats devant. Mais Jean-Pierre, il a manœuvré également parce que, rappelez-vous au conclave, lorsque nous prenions le problème des réformes à tout prix, parce que c'est le passage obligé, ils prenaient le problème de candidature unique. Donc, c'est-à-dire que la candidature unique qu'il prenait est totalement déphasée en dichotomie avec le problème de réforme. Les 2 tours de scrutin, parce que lorsqu'on a 2 tours de scrutin,
Ce n'est plus une affaire de candidature unique, c'est les populations qui décideront à ce moment-là celui qui peut aller au second tour. Alors ils ont tout fait pour contourner la difficulté. Voilà, c'est pour cette raison que nous avons des éléments suffisants aujourd'hui pour l'affirmer haut et fort. Pourquoi nous parlons de mascarade électorale? Ce ne sera pas le cas seul qui dit la mascarade électorale. Même ceux qui vont à l'élection, aujourd'hui, tous disent que c'est une mascarade électorale. Prenez toutes les déclarations de l'ANC jusqu'à aujourd'hui. Tous les autres candidats qui y vont. Prenez les déclarations des ODDH, le Front Choboué, la diaspora. Moi, j'ai mis même une déclaration de la diaspora ici, qui a appelé appel de la diaspora pour sauver le Togo en danger, où ils ont dit de faire du Togo du 15 avril, parce qu'ils croyaient que les élections allaient se tenir le 15 avril, ils ne savaient pas qu'il y avait à avoir 10 jours supplémentaires, de faire de ce 15 avril-là, de dénoncer le blocage du processus de Roy, un Togo pays mort. Donc ça dit que ce n'est pas nous, ce n'est pas le cas seul qui l'a. Tout le monde aujourd'hui conscient du danger que nous voulons, que nous disons, pendant longtemps nous avons parlé de réformes. Le pouvoir a toujours bluffé. Même si nous sommes tombés dans le jeu pendant un certain moment, il faut s'arrêter quand même un jour. Parce qu'on ne peut pas nous tromper tout le temps à dire oui, les conditions ne sont pas remplies, mais allez-y quand même. Et on y va, et puis demain on dit mais on va faire dialogue, on ne fait pas dialogue, 5 ans après on dit recommencer. Ça suffit. Il faut quand même pouvoir s'arrêter un jour. Voilà. Le Corentin aujourd'hui a titré présidentielle de 2015 et la volonté confirmée de fraude. Alors, si on dit que la volonté confirmée de fraude existe, donc ça veut dire que est-ce que c'est une mascarade ou c'est la transparence? Bien. Le troisième point, vous m'avez demandé si nous prenons le boycott. Nous avons été suffisamment clairs. Nous avons dit, en fait, s'il doit y avoir une volonté affichée aujourd'hui des Togolais, des responsables politiques togolais, c'est d'arrêter ce qui est en train de se passer là. C'est d'arrêter ça pour reprendre, si on veut justement, pour ce Togo, pour nos populations en souffrance, si on veut un lendemain meilleur, il faut arrêter cette affaire-là et reprendre. Donc, nous, pour le moment, nous ne prenons pas le boycott, nous disons, le processus est mal parti. Il faut l'arrêter et reprendre. Et je l'ai dit également sur une radio la dernière fois, qu'au jour d'aujourd'hui, franchement, si ceux qui sont engagés dans ce processus, surtout venant de l'opposition, s'ils comprennent que la chose est mal barrée, et qu'aujourd'hui, ils arrêtent. Mais vous savez ce qui va se passer dans ce pays? Il va se passer un séisme. Un séisme parce que le monde entier va s'intéresser à notre cas. Les gens s'y intéressent moins aujourd'hui parce que lorsque vous leur dites, mais on a fait le tour des chancelleries la dernière fois, surtout au niveau de l'Union européenne. On dit, mais pourquoi vous nous avez dit que pour que l'élection présidentielle de 2015 se passe dans la transparence, avec équité, il faut nécessairement faire les réformes. Mais comment nous sommes surpris qu'aujourd'hui, vous tentez de nous pousser à cette élection-là, et surtout avec, comment vous appelez ça, la dame du BNUD là. Mais vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Eh bien oui, nous sommes préoccupés autant que vous pour la nécessité des réformes. Mais nous sommes démocrates comme vous également. Parce que s'il y avait personne en face de ceux qui sont au pouvoir, on va dire que le pays est vraiment en crise. Mais comme certains ont décidé d'y aller, nous respectons également leurs droits. Nous respectons leurs droits, nous sommes en démocratie, il y a certains qui ont décidé d'y aller, mais si vous avez décidé de ne pas y aller, nous respectons également les droits de ceux qui veulent y aller. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui, nous les avons mis dans l'embarras, et c'est pour cette raison qu'ils disent oui, mais vaille que vaille, on va y aller. Mais le drame pour notre pays, c'est que les réformes que nous caressons, on ne les aura pas. Et on risque encore de reporter, et on va reporter encore cette échéance-là à de vitesse éternelle. C'est pour ça que nous, au jour d'aujourd'hui, nous disons que nous espérons que quelque chose peut se produire d'ici demain, pour que le processus s'arrête. Et pour qu'on oui, nous y croyons. Dieu peut leur parler. Le Saint-Esprit peut descendre demain
pour que tout le monde comprenne que non, 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 ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que nous continuons de dire que pour le moment, ce n'est pas le boycott, mais nous disons que ce processus doit être repris. Bien. C'est pour nous de prôner tout cela et de maintenir nos représentants dans les structures. Ça également, nous sommes expliqués abondamment là-dessus. Nous sommes dans un processus. Nous disons que la chose se passe mal. Il faut l'arrêter. Alors, nous l'arrêtons en disant que demain, les structures qui sont là doivent être recomposées. Mais nous sommes là pour surveiller au moins ce qui se passe. Nous sommes représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On a une CENI qui est composée, c'est une CENI politique. On nous a donné un quota. C'est ce quota-là, nous l'avons exercé, nous avons des représentants là-dedans. Nous avons décidé de ne pas aller, pour le moment, de ne pas avoir de candidat, mais tout en disant qu'il faut tout faire, que le processus s'arrête et qu'on recommence. Alors, nous dire aujourd'hui, mais pourquoi vous avez des représentants au sein de la CENI? Moi, c'est la question même qui me paraît assez bizarre. Parce que, d'abord, le quota que nous avons aujourd'hui, nous avons pris dans le quota de l'opposition. En principe, nos représentants, nos amis de l'opposition doivent, en principe, aujourd'hui, nous remercier parce que malgré le fait que nous n'avons pas de candidat, ils doivent reconnaître quand même que nous avons maintenu au moins nos représentants pour équilibrer, plus ou moins, je ne dis pas équilibrer totalement, au moins pour que le quota de l'opposition soit là et qu'on puisse les aider si eux veulent continuer à y aller, qu'on soit là comme témoin demain pour voir ce qui va se passer. En réalité, ils doivent nous remercier d'avoir maintenu. Si on a retiré nos gens, ben, ils peuvent nous accuser demain que vous avez créé le déséquilibre. Vous n'avez pas de candidat, c'est au dernier moment que vous avez enlevé tous vos membres pour que l'UNI soit en surnombre dans les élites. On n'a pas voulu le faire. Au lieu que les gens nous remercient, on dit mais pourquoi vous avez vos gens dans les structures? Et puis mieux, mais il y a des partis politiques qui n'ont jamais de représentants, ils n'ont jamais été à des élections, qui sont toujours dans les élections. Pourquoi vous n'avez jamais posé la question? Le PDR a toujours eu des représentants dans toutes les structures, mais le PDR n'est jamais allé des élections. Ni présidentielle, ni législative d'ailleurs. Mais pourquoi la question ne s'est pas posée autant? En tout cas, nous avons une position aujourd'hui. Peut-être que demain, si en désespoir de cause, nous ne sommes pas entendus et que les gens engagent quand même la campagne, nous serons obligés de prôner le boycott de manière ouverte. Mais nous voudrons être là. Parce que lorsque vous prenez le boycott, il y a un problème de taux de participation. Mais nous ne voudrons pas que quelqu'un vienne nous raconter le taux de participation à la soviétique. Nous voudrons être là pour savoir ceux qui sont allés, ceux qui ne sont pas allés. Et ça nécessite que nous soyons dans les structures pour voir par nous-mêmes. Non seulement pour aider ceux qui sont veulent y aller, pour savoir combien de voix ils ont obtenu, mais nous avons envie également de savoir les Togolais qui ont participé à cette élection-là. Donc je ne vois pas quel est le reproche qu'on nous fait d'avoir des gens dans les structures. Choboué, ça c'est assez... On dit que le front Choboué veut empêcher les élections et appelle à la révolution. Quelle est notre approche par rapport au front Choboué? Vous savez, moi, j'ai été suffisamment clair, le cas a été suffisamment clair dans ses positions depuis le début. Nous sommes des démocrates. Nous allons utiliser l'arme de la démocratie. La première arme de la démocratie, c'est la persuasion des populations. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes dans les quartiers, nous sommes sur l'étendue du territoire, nous allons nous répandre pour aller expliquer aux populations que ces élections-là, si on ne fait pas les réformes, ces élections n'ont pas de sens. Et c'est aux populations de décider par elles-mêmes. Mais de grâce, le jour du scrutin, ceux qui ont choisi d'y aller, c'est ça aussi leur position, c'est ça la démocratie. Ils ont décidé d'y aller, ils vont y aller, mais nous allons déclarer partout que leur position est la mauvaise. Il faut que les populations le comprennent comme tel. Mais le jour où le scrutin va se dérouler, en dehors des explications que nous donnons aux populations pour les éclairer, nous ne prendrons pas des bâtons, nous ne prendrons pas des boudins, nous prendrons des haches, des coups pour dire si quelqu'un s'approche de l'une là, nous allons lui couper la tête. Non, nous on ne fera pas ça. On ne fera pas ça. Nous, l'arme de persuasion que nous avons, c'est éclairer les populations. Si les populations comprennent, tant mieux. Et nous allons tout faire pour qu'elles comprennent.
Et je suis sûr que beaucoup comprennent déjà. Mais, et lorsqu'un scrutin va se passer demain dans ce pays, et où le taux de participation va seulement avoisiner les 10, 20, 30%, mais c'est également un phénomène qui va se passer dans ce pays. C'est notre vœu le plus cher. Mais nous n'allons pas utiliser de la violence pour empêcher ces élections. On ne le fera pas. Donc c'est là où, entre le feu Tchobo et nous divergeons. Ils disent aussi que ces élections n'aboutiront à rien du tout. Mais la stratégie qu'ils veulent utiliser, eux, c'est là où nous sommes totalement divergents sur les stratégies. Presse à Abidjan, les élections, notre appréciation par rapport au report. Mais si vous avez suivi la déclaration libyenne tout à l'heure, nous avons dit, mais ce que Mahama est venu faire, c'est vrai, c'est lui le président de la CEDEAO, hein? Mahama. Non, ce qu'il est venu faire est extrêmement grave. Non, c'est extrêmement grave parce que moi je dis toujours que si nos institutions africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, peuvent un jour se prendre au sérieux, mais le pays, notre Afrique progressera. Parce qu'il n'est pas normal que depuis des mois, nous sommes en train de crier ici, réforme, réforme, réforme. Tous les partis politiques, l'ANC, partout, le front, comment vous appelez ça, le CAP 2015, tout le monde a dit ces réformes-là, les gens déclarent. Mais personne n'a levé le petit doigt nulle part pour dire, mais ces populations-là, s'ils sont en train de crier, allons au secours pour essayer d'aider à ces réformes-là. Surtout que les problèmes des réformes ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que le pouvoir uni, d'abord c'est le RPT qui nous terrorise, qui nous régente à nos dépens. Et on a fait un accord politique depuis 2006 qu'ils ont refusé d'appliquer. Celui qui est parti du Burkina là, et qui a été le parrain de notre accord politique global, et pourtant quand on parlait, il était là. Mais ils n'ont rien fait pour qu'on arrive à quelque chose de minimal pour ce pays. Ils ont attendu et à chaque échéance, on nous regarde, nous débrouiller, nous crier, invertir et puis après, on s'approche pour dire, ah oui, mais arrangez ça un peu là, on va, et puis après, ça va aller. C'est comme ça qu'ils font la démocratie chez eux au Ghana. Est-ce que lui là, il va accepter ce que nous disons là, il va l'accepter au Ghana? Quand on demande que l'élection soit équilibrée, que tout le monde ait les mêmes chances pour aller à une élection, on va lui imposer un mode de scrutin à un seul tour au Ghana, il va accepter? Pourquoi ils ont pris les 2 tours et ils veulent que nous on fasse une élection ici à un tour? Et il vient nous dire gaillardement qu'il faut reporter 10 jours. Mais même le problème du fichier électoral qu'on a posé, vous croyez que c'est en 10 jours? Quand on va régler le problème du fichier électoral? Les experts qui sont venus là, ils vont travailler, ils vont régler le problème du fichier en 10 jours? Non, non, c'est nous prendre pour des imbéciles. Alors c'est pour ça que nous disons que tout ça là fait partie de la diversion. Parce que le problème des réformes est là. Comme personne ne veut plus parler des réformes, on veut nous distraire en disant oui mais ok, c'est le problème du fichier. Comme on a pu obtenir 10 jours pour vous, pour le problème du fichier, oubliez le problème des réformes, allez aux élections. Nous ne sommes pas dupes. En tout cas au cas nous ne sommes pas dupes. Le problème qui est là, le problème essentiel, c'est le problème des réformes. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Tous ceux qui veulent nous faire croire que dès qu'on aura réglé 10 jours, on aura réglé par rafistolage le problème du fichier, les élections au Togo seront transparentes, mais après le 25, nous ferons le bilan. Et puis, Président. J'ai dit que moi je suis centriste. Le cas n'a jamais dit qu'il est un parti centriste. Nous sommes un parti républicain et libéral. Le terme centriste là, ça ne se colle pas à nous. On n'a jamais dit qu'on est raisonnable dans ce que nous disons, mais nous sommes fermes dans nos revendications. Nous n'utilisons jamais la violence, ni la violence verbale, ni la violence physique. Mais nous sommes rigoureusement fermes dans nos revendications. Et ne nous tâchez pas de centre.
Centriste. Alors, maintenant, vous dites que est-ce qu'on ne doit pas laisser les autres exprimer leur... Ben, je dis oui, mais c'est ce que j'ai dit abondamment tout à l'heure. Ceux qui ont choisi d'aller à cette élection-là, même si tout le monde crie que c'est pipé, c'est foutu d'avance, ils veulent y aller, c'est leur droit. On fera le bilan après. Je leur laisse ce droit-là d'y aller. Mais qui me laisse également le droit de dire pourquoi moi je dis que ces élections-là, on ne doit pas y perdre du temps. C'est ça la démocratie. Est-ce que vous voulez titiller? Mais quand ils volent, c'est bon, c'est Pedro qui dit, mais lorsqu'on m'a, pendant la période, c'est bon, juste pour m'amuser, pendant la période, Monsieur Nicolas Bozou, de BBC, non, lorsque vous parlez d'amertume, dans ma voix, cette amertume, même si vous la décelez, ce n'est pas par rapport à mon parti politique. Peut-être de l'amertume que je ressens, c'est le ressentiment des populations. Moi, je prends en compte les populations qui souffrent, qui sont dans le désarroi. Parce qu'un parti politique, moi, j'ai fini par comprendre depuis un certain moment que les responsables politiques mettront en œuvre ce qu'ils ont à mettre en œuvre pour expliquer aux populations leur stratégie, leur plan, leur programme et tout ça. Mais la réceptivité de ce plan-là dépend également d'un certain nombre de paramètres. Et moi je me dis, je n'ai plus inscrit, en tout cas au cas, on n'a plus inscrit en termes de jours, comment faire pour que cette affaire-là arrive. Nous avons à construire progressivement un parti politique et à construire une démocratie. Nous avons été dans l'amalgame pendant des années où on vous dit oui, mettez-vous ensemble, ceci parce que c'est les populations qui le demandent. Oui, on a essayé d'être ensemble pendant longtemps. Mais on s'est rendu compte que parfois même dans le groupe dans lequel vous êtes ensemble là, mais c'est plus compliqué pour vous. Avec certains qui vous considèrent comme des pieds ennemis que celui que tu appelles adversaire politique. C'est pour ça que nous avons décidé, nous, de faire en sorte que demain, si on doit être ensemble avec quelqu'un, c'est la personne avec qui on peut être ensemble. Mais de grâce, qu'on ne nous oblige pas à composer avec celui avec qui tu ne peux pas composer. Et surtout, lorsque vous voulez composer avec d'autres, c'est sur le plan de vos affinités. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, parce que nous avons un certain nombre de partis politiques, il y en a qui sont des socialistes, il y en a qui sont des libéraux, machin. Mais est-ce que vous avez vu déjà en France où on a obligé les libéraux et les socialistes à se mettre ensemble, ou les centristes d'aller faire une union? Non. C'est parce qu'on nous a poussé dans quelque chose de suranné. Le problème de la limite du mode de scrutin, c'est ça qui fait que nous divagons depuis des années. C'est ce problème de mode de scrutin qui fait qu'on dit ah oui, mais vous devez être ensemble. Mais le jour où le problème là sera réglé, mais je suis sûr que chacun librement ira vers les populations. Et c'est ça que nous appelons de tous nos voeux. Qu'est-ce qui va se passer après cette élection? Nous sommes en train de prendre justement notre liberté pour expliquer ce que nous sommes, qu'est-ce que nous représentons véritablement. Et nous sommes sûrs qu'après avril, le 25 avril, ben, il va y avoir une recomposition de la classe politique de Volène. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Et demain, vous risquez d'avoir en face ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans le camp oui, moi je ne l'appellerai pas ça par exemple. Ceux qui sont accoutés sur les réformes avant toute élection, et ceux qui peut-être disent qu'ils sont ensemble pour y aller. Parce que ceux qui participent à ces élections-là aujourd'hui, demain, ils développent déjà une affinité entre eux. Peut-être que demain, ils seront ensemble. Et ceux qui ont dit que sans ces réformes-là, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est du n'importe quoi. Mais peut-être qu'ils développeront également une affinité. J'en sais rien. Mais moi, je suis sûr d'une chose. Demain, on nous dira qu'il faut repenser la bataille là, notre lutte là, il faut la repenser autrement. Parce que nos errances là, il faut les arrêter. Non.
L'erreur que nous commettons également souvent, et le secrétaire national a dit tout à l'heure, c'est que les gens nous disent il y a une division manichéenne de la société. Il y a ceux qui sont au pouvoir qui sont mauvais et ceux qui sont dans l'opposition qui sont bons. Donc ça veut dire que la guerre, c'est entre vous et ceux qui sont au pouvoir. J'en conviens. Parce que si nous voulons créer les conditions de l'alternance, il faut que l'opposition soit forte. Nous l'avons essayé. Mais ce que les Togolais doivent comprendre, c'est que lorsque nous sommes dans notre opposition, nous voulons lutter contre celui qui est au pouvoir. Et que dans notre propre cas, il y a quelqu'un qui développe des stratégies qui nous compliquent un peu plus la tâche que l'adversaire ou celui qui est en face. Alors, nous dire que nous n'avons pas le droit d'en parler parce que vous êtes de l'opposition, il ne faut pas en parler. Pour moi, en tout cas, au cas, cette époque-là est dépassée. Elle est totalement dépassée. Parce que pour construire la démocratie, c'est sur des bases saines qu'on construit la démocratie. Alors, lorsque vous avez un frère à la maison qui ne se comporte pas bien, il faut le dire. Plutôt que de dire, ah oui, mais c'est mon frère. Mais si vous ne faites pas attention, ce frère-là, que vous couvez à la maison, là, demain, c'est avec qu'il va vous enlever la tête. Alors, c'est pour ça que nous estimons aujourd'hui que nous avons un adversaire politique, nous devons nous battre pour que l'alternance soit créée, mais comme nous donne la liberté de dire également à nos amis, s'ils ne font pas bien, et s'ils bloquent, s'ils empêchent l'avènement de l'alternance, on a la possibilité de leur dire. Et je dis la même chose par rapport à moi. Si c'est moi qui empêche de le faire, ou c'est le cas qui empêche de le faire, qu'ils aient la liberté de le dire. C'est que comme ça que nous allons construire justement notre vivre en commun et l'avenir de ce pays. Alors,